Je vais vous faire une session sur HoloLens. Ça va être un peu complémentaire avec ce que David nous a raconté tout à l'heure. Moi, je vais vraiment me concentrer sur HoloLens et sur la réalité mixte. Et je vais vous faire ça plutôt sous forme de retour d'expérience, dans le sens où je suis un peu un newbie sur le sujet. Moi, je suis UX designer. Je m'appelle Benjamin. Je suis UX designer pour la société Synergies. Alors, si mes slides passent pas, ça va commencer à être compliqué. Je suis MVP, pas MVP PowerPoint comme certains pourraient le croire. Oh, c'est bien ça. Ouais, je vais peut-être utiliser ça, peut-être que ça va passer. Ok, ça passe. Donc je m'appelle Benjamin, je suis designer pour la société Synergies. La société Synergies, elle est basée à Saint-Malo. Elle est spécialisée dans le développement d'applications dans l'écosystème Microsoft. Et sur le développement notamment d'interfaces et d'applications qu'on va appeler NUI pour nouvelles interfaces naturelles. Donc ça fait seulement 2 mois, quasiment pile 2 mois là, que je suis que j'ai changé de job. Et donc évidemment, moi mon expertise c'est l'UX design, mais jusque là je travaillais beaucoup sur les interfaces 2D, sur les interfaces plates, cantonnées à un écran. Et donc évidemment ça change un petit peu la donne pour moi aujourd'hui de travailler chez Synergies, puisque on va s'intéresser à des sujets comme HoloLens, on va s'intéresser à des sujets d'interface naturelle qui vont fonctionner avec de la gesture, ce genre de choses. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre, et notamment sur HoloLens, j'ai essayé de me faire une espèce d'apprentissage accéléré pendant les quelques derniers mois qui se sont déroulés pour prendre mon nouveau job, et puis aujourd'hui aussi pour faire cette session, et puis savoir un peu de quoi je vais vous parler. Et il y a pas mal de sujets intéressants, je pense que pour quelqu'un qui débute comme moi, je voulais vous faire un retour d'expérience sur quelles sont mes impressions, un espèce de rapport d'étonnement par rapport à la techno, qu'est-ce que je trouve chouette, qu'est-ce que je trouve moins chouette, et quel est mon point de vue de designer vraiment sur cette chose-là. Donc vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur mon petit Twitter @i, attention le 3e i s'écrit comme un œil en anglais. Et puis si vous avez des demandes spécifiques, vous pouvez m'envoyer des mails sur bellonnet@synergies.com, et je vous invite à tweeter tout au long de la session sur le DevDBE. Alors, on va faire ça en 3 étapes, un peu comme à l'école, sauf que ça va pas être thèse, antithèse, synthèse, ça va être beaucoup moins chiant. On va faire ça sur le principe de la façon dont moi je bosse au quotidien, c'est-à-dire dans un premier temps on va parler un peu de l'aspect étude. On va s'intéresser aux usages d'HoloLens, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec, pourquoi HoloLens est taillé, et est-ce que les projets qu'on nous amène sont adaptés à HoloLens ou pas. Dans un second temps, on va parler plutôt conception, donc UX, donc pour User Experience, au sein de HoloLens. Et puis troisième temps, on va parler plutôt un aspect de production, donc toujours pas de production. Quand j'entends production, pour moi c'est du design, création de maquettes, création d'assets graphiques, etc. On va parler donc d'UI, de guidelines et de bonnes pratiques au sein d'une application HoloLens. Alors, ce qui est intéressant dans un premier temps, ça va être de confronter le projet, c'est-à-dire le projet qu'un client va vous amener, une proposition ou un projet que vous avez envie de développer au sein de votre entreprise, et la techno. Évidemment ce postulat de base, il est réel pour tout type de techno, tout type de projet, mais on va voir que comme on est sur plein de nouveaux paradigmes avec du HoloLens, c'est intéressant de se poser des questions un peu basiques en début de projet. Donc l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que la techno nous offre, et qu'est-ce que le projet a comme besoin pour fonctionner. Donc du potentiel, HoloLens en a beaucoup. On peut faire plein de choses avec HoloLens. Tout d'abord parce que c'est un device qui est léger, donc on a une mobilité qui est intéressante. On n'est pas câblé, donc on peut se balader dans la pièce, aller relativement loin. On peut faire un peu ce qu'on veut en termes de mouvement. C'est un device qui est tout en un. À l'intérieur, c'est un vrai PC. Donc on est complètement autonome. C'est relativement léger, c'est-à-dire que 580 grammes à peu près, ça se porte bien sur la tête, ça ne va pas vous causer de problèmes. Normalement, à part vraiment un usage intensif, vous n'allez pas avoir de courbatures ou de soucis de dos ou quoi que ce soit, contrairement à certains casques peut-être plus anciens qui étaient un peu lourds.
on a la possibilité, et là David en parlait tout à l'heure, donc on va passer assez vite là-dessus, d'une vraie interaction avec le réel. Et ça, c'est vraiment le vrai point intéressant d'HoloLens, c'est que grâce à ce qu'on appelle le spatial mapping et le spatial understanding, on a la possibilité de mailler une pièce en 3D. Donc ça c'est l'aspect spatial mapping. Spatial understanding, ça va un petit peu plus loin. C'est l'idée de dire qu'une fois qu'on a maillé une pièce, on a la possibilité de définir les plans. Donc où est le sol, où est le plafond, où sont les murs, où sont les plans de. Alors si vous êtes dans votre cuisine, quels sont les plans de travail par exemple, etc. Et puis une fois qu'on a décidé que HoloLens a reconnu ça, on va pouvoir avoir une vraie interaction avec, poser des hologrammes sur les plans de travail, jouer avec. On va avoir une gestion des collisions qui va être mise en place, qui va être intéressante. Le spatial understanding, ça peut aller un petit peu plus loin que ça. On peut aussi reconnaître des formes assez simples, des formes très caractéristiques, comme je sais pas, une guitare par exemple. On a également une assez grande variété de types d'input au sein d'HoloLens, et donc ça va nous permettre d'avoir une navigation assez riche et aussi de pouvoir cibler le type de navigation vraiment dont on a besoin au sein d'une application pour répondre à un besoin spécifique. Ces types d'input, on en a parlé tout à l'heure, enfin David en a parlé, c'est donc le gaze, le regard. Ça c'est le premier axe. L'idée c'est que pour ceux qui n'ont jamais... Est-ce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais testé HoloLens dans la pièce ? Ah ouais, il y en a vraiment plein en fait. Bah, y en a un sur le corner machin là-bas, donc vous allez pouvoir le mettre et puis essayer. C'est un peu plus compliqué d'expliquer ces choses-là à des gens qui n'ont jamais testé, parce que dans la 3D on la vit tous les jours dans notre monde physique, mais quand il faut expliquer des choses qui sont de l'ordre du monde 3D, c'est toujours un petit peu tricky. Le gaze, l'idée c'est que en fait le curseur de HoloLens, il est placé au centre de votre champ de vision et vous allez pouvoir le bouger grâce à la tête. Grâce au mouvement de la tête. C'est comme s'il y avait un fil qui était tendu entre vos yeux et le curseur, et donc quand je vais bouger ma tête, mon curseur va bouger avec. L'idée c'est que vous allez pouvoir avec ce curseur vous mettre sur un élément interactif et puis le cliquer, le prendre, le déposer ailleurs, etc. Vous pouvez faire tout un tas de choses. L'autre input qui est intéressant, c'est la reconnaissance vocale, ou en tout cas la commande vocale. Vous allez pouvoir dire des mots-clés qui vont être utilisables au sein d'une application. Vous allez avoir également des gestures. Alors pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Il va y avoir en gros le tap et ce qu'on appelle le bloom qui va faire apparaître le menu. Le tap qui sert à cliquer. Et vous avez également tout un tas de contrôleurs qui peuvent être plugués sur HoloLens et qui peuvent être utilisés pour faire de la navigation peut-être plus fine ou peut-être plus productive. Par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser des contrôleurs comme David nous a montré tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'utiliser plus simplement l'espèce de clicker qui est fourni avec le HoloLens, qui est très basique, c'est juste un gros clic qui va remplacer le AirTap. Vous avez la possibilité de plugger une manette de Xbox à partir du moment où elle est Bluetooth. Manette de Xbox One S par exemple, on l'a fait avec les collègues il n'y a pas très longtemps. Et puis vous avez la possibilité de plugger des périphériques métiers qui sont plus spécifiques à des métiers auxquels on pense peut-être pas. Donc je pense par exemple dans le milieu de l'automobile, on va avoir ou dans le milieu de l'industrie de façon générale, on va avoir des périphériques très poussés de scan, ce genre de choses qui vont être intéressants aussi. Ça va être intéressant de pouvoir fonctionner avec sur HoloLens. Alors, HoloLens a aussi des avantages. Ça a des avantages, par exemple, d'éviter ce genre de scène un peu chelou où vous avez une salle entière de gens qui sont tous dans leur bulle. Alors peut-être qu'ils partagent un univers commun au sein de leur bulle, mais il n'y a aucune communication. Moi, ce que je trouve intéressant avec HoloLens, c'est vraiment la possibilité d'avoir du virtuel, ou en tout cas des éléments numériques qui viennent s'apposer sur le réel et créer une véritable interaction. Et comme le disait David tout à l'heure également, avoir des scénarios collaboratifs entre les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être le nerf d'HoloLens. Quand on est sur des scènes comme ça, je trouve qu'on même dans le visage de Zuckerberg, on se dit mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait au marketing, c'est peut-être pas une bonne idée finalement. C'est assez flippant comme scène, quoi. Ça peut aussi également éviter de passer pour un con tout simplement en se pétant la gueule lamentablement. Alors c'est pas de bol, c'est encore Oculus. Bon, c'est tombé sur eux 2 fois de suite, j'ai rien contre Oculus, mais bon voilà. Vous noterez qu'il aurait pu se faire vachement plus mal ce mec en tombant sur le petit coin qui va bien. HoloLens a aussi des limites. Évidemment, comme tous les devices, c'est pas parfait. C'est vraiment super, mais c'est pas parfait. Par exemple, comme on le disait, il y a tout un PC intégré à l'intérieur, donc il y a une autonomie qui est relativement limitée. On parle de 3 heures d'autonomie, sachant que si on est sur des applications avec des assets un peu gourmands, on va être sur un peu moins que ça. Plus vous allez faire tourner des scènes lourdes et moins l'autonomie va être longue, forcément. On a ce qu'on appelle le FOV qui est limité. Donc le FOV, c'est le Field of View, donc c'est en fait
la fenêtre à travers laquelle, dans HoloLens, vous allez pouvoir voir des éléments numériques. En dehors de cette fenêtre, c'est juste une vitre à travers laquelle vous allez regarder, ça n'a aucun intérêt. Et ce FOV-là, il est limité aujourd'hui à 35 degrés. Sachant que la bonne nouvelle, c'est que les équipes Microsoft ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils allaient être capables de doubler la taille de ce FOV. Donc 35 degrés, c'est sur l'axe horizontal. Sachant que, pour rappel, le champ de vision humain, comme le disait David tout à l'heure, il est un petit peu plus grand que 180 degrés. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que sur ces 180 degrés, le champ de vision binoculaire, c'est-à-dire qui nous permet de voir les choses en 3D, est encore plus limité que ça. Évidemment, nous, on est des êtres humains conçus comme des prédateurs avec les yeux devant. Donc, on a un champ de vision qui est orienté vers l'avant. Et donc, on a 40 degrés sur notre champ de vision de chaque côté qui est monoculaire et qui, en gros, pour la 3D, ne va servir absolument à rien. On peut même noter que ce champ de vision monoculaire périphérique, il y a même un certain moment où on va plus voir les couleurs, on va même pas vraiment discerner les formes, on va pas être capable de lire du texte, etc. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est vraiment ce qu'on voit devant. Ce qui est tout autour, ça va être plutôt pour le côté immersif. Finesse du mapping, elle est limitée aussi, cette finesse de mapping, parce que étant donné qu'on a un seuil de performance à ne pas dépasser si on ne veut pas que les scènes qu'on va visualiser lag, HoloLens permet de mailler de façon relativement fine, mais plus on va sur des espaces grands, plus on va avoir des vertex balèzes, et moins on va être sur un mappage, sur un maillage fin. Donc l'idée, c'est que plus on va définir une scène petite, plus on va avoir un maillage fin avec beaucoup de vertex, et plus on va être sur une scène balèze, et moins on va avoir un maillage fin, et donc potentiellement des interactions fines avec le décor qui nous entoure. Alors en termes d'usage, on peut faire plein de choses. Je vais passer assez vite parce que David en a déjà parlé et puis j'ai pas mal de trucs à vous dire. On peut faire plein de choses avec HoloLens. Ce qui a été poussé pas mal par Microsoft, c'est les usages de formation, parce qu'évidemment il y a ce côté collaboratif qui est intéressant. C'est les usages de conception. Pour tout ce qui est ingénierie, on peut penser au secteur automobile par exemple, mais il y en a d'autres évidemment. On peut penser à tout ce qui est ce que j'appelle ici promotion, ça va concerner des usages événementiels type marketing, promotion d'un produit, promotion d'une marque. Il y a un effet waouh dans HoloLens qui marche super bien pour ce genre d'usage, vraiment. Et puis, il y a l'aspect assistance. Donc là, quand je parle d'assistance, vous vous doutez que c'est pas hotline téléphonique, mais c'est de l'assistance de type vous êtes un opérateur dans une usine et vous avez besoin d'une assistance. HoloLens va être capable de vous fournir des informations qui vont vous aider dans vos tâches quotidiennes. Pour le côté formation, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'utiliser le potentiel de HoloLens qui est de jouer avec la réalité véritablement. En fait, l'idée, c'est que des fois, c'est arrivé chez Synergies, et ça doit être le cas de plein de boîtes qui bossent sur HoloLens, les clients arrivent, ils ont vu HoloLens, ils trouvent ça génial, et ils veulent une application HoloLens, et ils ont un besoin. Et en fait, on se rend compte en regardant les deux que le besoin n'est pas du tout adapté, soit parce que ce qu'ils demandent, on ne peut pas du tout le faire, parce qu'ils ont complètement fantasmé sur la technologie et que c'est impossible, soit parce que c'est pas adapté parce que en fait HoloLens est complètement surtaillé pour ce qu'ils veulent faire et que leur usage à eux, finalement avec une tablette à 500 balles ou moins, on s'en sort très bien, donc c'est peut-être pas la peine de leur faire investir une application de zinzin avec un device qui va coûter 3000 € ou plus. Donc c'est important de regarder si vraiment le potentiel de HoloLens est utilisé dans votre future application. La formation, évidemment, on a un aspect collaboratif qui est vraiment sympa aussi. Formation, donc on va penser à la santé, on va penser à l'industrie, au milieu universitaire, agronomie, etc. Il y en a plein. Pour le côté conception, je ne vais pas tous les faire, on va s'arrêter là ensuite pour les usages. On a des choses intéressantes aussi sur HoloLens parce que HoloLens permet de faire des expériences qui sont intégrées. Ce que j'entends par intégré, c'est que on va pouvoir utiliser des devices et des outils qui sont déjà intégrés qui sont déjà utilisés au sein d'une entreprise ou d'un business ou d'un process au sein de l'entreprise qui vous demande une application. Par exemple, si vous avez besoin d'utiliser un device particulier, HoloLens va pouvoir se plugger dessus. Si vous avez besoin d'utiliser un logiciel particulier, il y a des chances que HoloLens soit assez ouvert pour que vous puissiez fonctionner avec. Donc on a potentiellement la possibilité d'intégrer du HoloLens au sein de process qui sont déjà assez complexes. Outillé, là c'est simplement que, étant donné que le casque est relativement compact, léger, vous permet de continuer à porter vos lunettes de vue, c'est quand même la moindre des choses, mais il faut quand même y penser. Vous pouvez aussi porter des lunettes de protection, vous pouvez porter un casque, donc si vous êtes dans un contexte industriel, ça peut être important aussi d'y penser.
ces domaines-là, pour le côté conception, on pense à l'automobile, au mobilier, à l'immobilier, à l'architecture, encore une fois, il y en a plein. Donc, une fois que vous avez défini si votre HoloLens est adapté à l'usage que vous allez en faire ou au projet qu'on vient vous proposer, eh ben, ce qui va être intéressant, c'est de commencer à penser à une UX sur mesure. Aujourd'hui, clairement, les usages sont tellement variés. Des fois, on a des clients qui viennent nous proposer des choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Ça peut être intéressant d'avoir une UX qui va être vraiment faite pour eux, sur mesure, et qui va être adaptée vraiment à leurs besoins pour répondre à une problématique. Donc là, on va s'intéresser à deux trucs. D'une part, la nature de l'expérience. Est-ce que c'est une expérience purement immersive, comme par exemple ça peut être complètement le cas dans les cas d'usage type marketing ou promotion? Est-ce que ça va être une expérience productive? Est-ce qu'on va avoir un besoin vraiment que l'application nous booste notre productivité? Est-ce que ça va être une expérience collaborative type formation? Et puis aussi, on va s'intéresser au contexte, parce que faut savoir que HoloLens, par exemple, si on a... Alors déjà, il y a un premier truc, c'est si vous voulez utiliser de la reconnaissance vocale ou de la commande vocale, il vaut mieux éviter si, par exemple, vous travaillez dans un hangar et qu'il y a un mec qui va meuler sur du métal toute la journée, forcément, ça va pas très très bien marcher. Donc c'est important de savoir comment votre application va être utilisée et dans quel contexte à ce niveau-là. Également, au niveau visuel, on a des choses à éviter. Par exemple, HoloLens n'est pas très à l'aise pour faire du spatial mapping sur des surfaces de verre. Si vous avez des grosses baies vitrées dans l'endroit où vous allez utiliser l'application, ça va être compliqué. Là, je vois ici par exemple un mur noir. Pareil, les surfaces noires sont pas super bien mappées. Donc si vous avez des grands murs peints en noir comme ça, ça va être compliqué. Configuration de l'espace, là c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la finesse du mapping. Il faut savoir si vous allez utiliser HoloLens dans un tout petit espace restreint ou dans un énorme hangar, ça va un peu changer la donne aussi au niveau de ce qu'on va pouvoir faire avec. Et puis fréquence d'usage, là c'est tout simplement, c'est intéressant d'avoir une notion de temporalité et de savoir si votre application elle va être utilisée 4 fois par jour ou 2 fois par mois, parce que en termes d'usage, l'utilisateur lui va sans doute oublier une bonne partie des choses qu'il peut faire ou une bonne partie de l'ergonomie mise à sa disposition dans l'application, et donc on a un processus d'oubli qui est assez rapide. On a calculé plus ou moins, il y a un mec qui s'appelle Hermann j'ai oublié son nom, Hermann Ebbinghaus. C'est en fait un philosophe allemand dans les années en 19e siècle qui avait théorisé sur la mémoire et qui avait montré en fait que au bout de à peu près 2 jours, on a oublié 80% des informations qu'on a appris 2 jours avant. Donc 2 jours, c'est rien quand même. On est vraiment des poissons rouges à ce niveau-là. Et si on n'a pas un réapprentissage régulier, eh bien la persistance du souvenir est vraiment super faible. Donc une fois qu'on a défini ça, on va pouvoir aussi savoir quel est notre utilisateur. Est-ce qu'il a un métier très spécifique avec des compétences métiers hyper fortes, ou est-ce que c'est un expert dans son domaine, ou est-ce que c'est plutôt un newbie ou un profil à moindre valeur ajoutée, type peut-être un opérateur qu'on va devoir assister parce qu'il ne connaît pas encore bien son métier, on va devoir l'assister sur des tâches assez répétitives. Ça va être vraiment des usages complètement différents, et donc on va adapter l'UX en fonction de ça. Profil de l'utilisateur, ça veut aussi dire est-ce que la personne est technophile ou pas. Si on a une personne qui a 60 ans, qui a jamais entendu parler de VR ou de mixed réalité et à qui on va mettre un casque sur la tête, il peut se passer des choses un peu inattendues pour nous qui sommes nés là-dedans ou qui sommes dans ce domaine-là. Ça peut être un peu déroutant. Il m'est arrivé un truc il y a une semaine de ça. Je me suis retrouvé à faire une démo chez un client avec une dame à qui on a donné l'HoloLens sans que j'ai eu le temps de la briefer. Et c'était assez rigolo. La dame, c'est le premier truc qu'elle a fait quand tu lui as mis l'HoloLens et qu'elle a vu les hologrammes. Elle s'est mise à sweeper sur la branche de la lunette. En fait, je pense qu'elle avait dû essayer des Google Glass, ouais. Et donc on a cette gesture qui permet de naviguer dans les interfaces. Et donc son premier réflexe, ça a été ça. Donc évidemment, j'ai dû aller la voir pour lui expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez prendre des choses, etc. Mais c'est pas. On a une idée assez fausse en fait par rapport à HoloLens qui dit qu'HoloLens c'est intuitif. Et donc là, on est vraiment sur un design hybride que nous propose Microsoft, qui est, je pense, beaucoup plus intéressant que le skeuomorphisme. Donc, je ne sais pas ce qu'il fout là, ce slide. Il est un peu classe, mais j'ai aucune idée. Ce que propose aujourd'hui Microsoft, ça s'appelle le Fluent Design System. Donc c'est le nouveau système de guidelines Microsoft, guidelines graphiques et UX qui est mis en place. Et ça se compose de 5 grands pans qui sont le light, le depth,
le motion, le matériel et le scale. Donc là, on voit bien qu'on est dans le champ lexical un petit peu sur certains aspects de la 3D et de l'infographie 3D. On va retrouver notamment les notions de lumière, donc ça peut faire penser au shader et à tout un tas de choses comme ça. On a la notion de profondeur, donc ça c'est assez clair. La notion de matériel qui passe sans nous faire penser aux textures, etc. Donc on est vraiment à moitié dans un univers flat et à moitié dans un univers 3D. Et on va réussir à composer avec ça un design hybride qui va nous permettre d'avoir des expériences, à la fois des expériences 3D sur des écrans plats, à la fois des expériences 2D sur des casques VR ou MR, et évidemment des choses plus immersives. Je vais finir avec l'UI en parlant de 2-3 choses qui sont intéressantes à mettre en place. Faut toujours être capable de discerner l'UI du reste du monde dans HoloLens. Si votre UI vient se confondre avec le monde et que vous ne savez plus où est-ce que vous pouvez cliquer, là c'est le bordel. Et il faut quand même être capable de faire la part des choses. C'est bien de faire des choses immersives, mais quand on est dans un contexte métier, avoir une UI qui se discerne, c'est juste la base, quoi. Donc là, on a des petits exemples assez sympas qui viennent du film Prometheus, où on voit que ce qui est important, ça va être d'une part d'utiliser beaucoup des taux de contraste assez importants. Alors si vous savez dans quel contexte votre application est utilisée et quelles sont la couleur des murs, est-ce que c'est lumineux, est-ce que c'est clair, etc., c'est plus simple évidemment. Les 3/4 du temps, vous ne savez pas dans quel contexte ça va être utilisé, donc c'est à vous d'essayer de faire en sorte d'avoir un taux de contraste maximal entre votre UI et le monde qui est derrière. Faut essayer d'utiliser aussi des contours. Ça, c'est un trick qui est assez intéressant. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans les interfaces de science-fiction. C'est souvent des interfaces très filaires, etc. C'est intéressant parce que le fait d'englober un élément d'UI dans un contour, ça va permettre de le faire popper par rapport au monde et du coup de le rendre beaucoup plus visible. Et puis utiliser les couleurs vives. Donc encore une fois, dans la SF, on utilise beaucoup le bleu turquoise, par exemple. C'est des choses qui viennent directement des systèmes de HUD qu'on avait sur l'aviation dont je parlais tout à l'heure, qui étaient monochromes, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas afficher plus que ça. Ça fait un peu penser aussi à tout ce qui est plan 3D type, je ne sais plus qu'on appelle ça, des blueprints. Donc on a un truc intéressant pour faire du contour dans Fluent Design qui s'appelle, dans la partie light, qui s'appelle le Reveal Highlight. Donc dans le Reveal Highlight, ça permet de faire deux choses: de mettre en avant des éléments d'UI par des effets de hover lumineux, mais ça permet aussi... Je vais arrêter le son parce qu'il me semble que ce... Ah non, il n'y a pas de son, tout va bien. Ça permet aussi, comme vous pouvez le voir sur la petite animation à droite, eh bien de mettre en avant des éléments qui sont interactifs. Donc quand vous allez vous balader avec HoloLens sur une interface, votre curseur va se balader et vous allez passer à proximité d'un élément interactif, il va être mis en lumière par ce principe de Reveal Highlight et ça va vous montrer qu'ici, il y a une interaction possible. Si vous ne faites pas ça, et que vous n'avez aucun effet de hover ou autre, eh bien vous allez vous retrouver à pas savoir sur quoi cliquer, et donc une expérience très intéressante où vous allez être comme ça tout le temps, à regarder partout et à faire ça avec le doigt, donc franchement, il vaut mieux éviter. Je vous passe sur le principe de layer, d'utilisation de Reveal Highlight. Le principal, c'est que voilà, on a cette gestion de border avec la possibilité à l'intérieur de mettre des icônes, de mettre des couleurs, etc. Autre chose importante, c'est qu'il faut toujours pouvoir voir le monde à travers l'UI. Pourquoi ? Parce que c'est le point fort de HoloLens. Si vous enlevez ça, HoloLens a la capacité de faire des hologrammes très occlusifs, où vous allez quasiment opaques, vous n'allez pas pouvoir voir le monde à travers. C'est chouette pour certains cas d'usage, mais quand vous êtes dans un cas métier, les 3/4 du temps, c'est intéressant de voir le monde au travers. Pourquoi ? Parce que déjà, ça vous permet d'avoir plus d'interaction, ça vous permet de garder une sécurité et de garder un œil sur ce qui se passe autour, parce que si vous êtes dans un cas où vous vous baladez dans un hangar avec des outils, des câbles partout, etc., l'idée, c'est de ne pas se vautrer et c'est de pouvoir voir le monde et d'interagir avec. Donc ça vous garantir une certaine sécurité aussi. Pour faire ça, c'est intéressant d'utiliser de la transparence, d'une part, sur vos interfaces. Des interfaces filaires, j'en parlais, c'est moins occlusif. De la transparence, et puis aussi d'utiliser du blur. Le blur, pourquoi ? En fait, le blur, on va l'utiliser sur le fond, sur le conteneur de votre UI. Ça va vous permettre d'avoir une vue sur ce qui se passe autour de vous, mais de quand même mettre en avant votre UI, et donc de pouvoir avoir le blur a la capacité de faire en sorte que vous voyez ce qui se passe derrière, mais vous n'allez pas vous focaliser dessus parce que personne vraiment a envie de regarder des choses floues. Donc c'est un peu l'idée qu'on voit par exemple sur l'écran que vous voyez en bas. Là, on a un blur qui est directement intégré au matériau de cette petite tablette et qui vous permet de mettre en avant vraiment l'interface. Donc au sein de Material Design, encore une fois, on a des outils pour mettre en place du blur qui sont assez simples, ce qui s'appelle l'acrylique matériel. L'idée, c'est que vous avez un blur, et à l'intérieur de ce blur, vous avez également une texture qui est ce qu'on appelait, pour ceux qui connaissent le framework composition à l'époque, le frosted glass.
Il va falloir également optimiser l'expérience au maximum pour que ce soit agréable d'utiliser HoloLens. Il y a un effet waouh quand on utilise HoloLens, mais si vous l'utilisez 3 heures par jour et que l'interface est mal gaulée ou que ça lag, etc., vous allez en avoir quand même super vite marre. Donc déjà, essayez de faire des assets qui sont assez légers, même si c'est des assets 3D. Chez nous, par exemple, on a un infographiste 3D qui s'appelle Anthony, et une partie de son métier, une partie de ses tâches, c'est de prendre les assets quand ils sont fournis par le client, par exemple, et de les alléger au maximum, d'enlever un max de polygones pour que ça reste quand même joli, mais que ce soit plus léger. Donc c'est à lui de trouver bien le bon équilibre entre joliesse, on va dire, et poids. Et puis, pensez aux animations 2D, parce que du coup, il y a moyen d'amener pas mal de profondeur, même dans un univers de réalité mixte, il y a moyen d'amener pas mal de profondeur avec des animations 2D, par exemple avec des effets de parallaxe, ce genre de choses. C'est possible de créer de la profondeur. Si vous avez une application UWP que vous venez épingler sur un mur, si vous avez de la parallaxe à l'intérieur, ça va économiser, on va dire, des ressources sur le casque, mais ça va vous permettre d'avoir quand même des effets de profondeur qui seront propres finalement aux univers 3D. Et puis les animations 3D, si vous en faites, et vous êtes il est vivement conseillé d'en faire, essayez de ne pas les faire sur l'axe Z, faites-les sur l'axe X ou Y. Le fait de faire des animations en profondeur, ça va vous créer un inconfort visuel qui est assez important. Alors l'idée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est que si on voit de la 3D, c'est parce que l'axe de nos deux yeux n'est pas parallèle, mais légèrement convergent, ce qui fait que quand vous regardez à l'infini, eh bien, vous avez un point qui s'appelle le point de fuite, qui va vous permettre, en focalisant sur un objet, de faire une sorte de triangulation entre ce que vous regardez, vos deux yeux, et votre cerveau va interpréter ça comme de la profondeur de la 3D. L'idée, c'est que HoloLens, lui, est capable d'agir sur un critère, sur les deux qui sont intéressants dans l'optique. Il y a ce qu'on appelle la vergence, qui est donc cette capacité de nos yeux à converger ou à diverger plus ou moins. Et puis, il y a aussi... Super. Je crois que j'étais à la bourre. Il y a aussi l'autre chose, c'est l'accommodation. L'accommodation, c'est le fait de pouvoir faire le point. Là, je regarde ma main et Adrien derrière moi, il est flou. Et puis à tout moment, je peux regarder Adrien qui est net et ma main devient floue. C'est un truc basique qu'on vit tous les jours, mais c'est un point important dans l'optique. Et l'idée, c'est que HoloLens, lui, a la capacité de placer les hologrammes de façon, les hologrammes à gauche et à droite sur chacun de nos yeux, de façon à forcer la vergence, plus ou moins dans un sens ou plus ou moins dans l'autre. Et le fait de forcer la convergence ou la divergence va envoyer le message à notre cerveau qu'un hologramme est plus ou moins loin. Et c'est de cette façon que HoloLens va être capable de nous dire qu'un hologramme est à l'autre bout de la pièce, alors qu'en réalité, il est simplement projeté à 2 cm de mon visage. Donc il y a un rapport qui est cassé, un rapport logique entre accommodation et vergence, qui est cassé dans HoloLens, puisque vous êtes complètement tout le temps en train d'accommoder sur quelque chose qui est proche de vous, mais la vergence, elle, va vous envoyer des messages de profondeur. Et c'est ça qui va créer l'inconfort visuel et des fois la sensation d'avoir les muscles extra-auriculaires là, qui forcent un petit peu la même sensation que vous pouvez avoir quand vous regardez un film en 3D. C'est exactement la même fatigue. Ouais, j'ai pas parlé des animations 3D également, il faut qu'elles soient fluides évidemment. Donc, dans HoloLens, David en parlait tout à l'heure, on n'est pas obligé de monter à des framerate de malade, mais 60 images secondes, c'est vraiment le minimum. Pensez au confort de l'utilisateur, donc j'en parlais, cette histoire de vergence et d'accommodation, il y a eu des études qui ont été faites par les équipes de Microsoft et qui leur ont permis de voir que le meilleur placement pour un hologramme, pour que vos yeux soient le moins fatigués possible, c'est entre 2 et 5 mètres. Si vous mettez au-delà, il n'y aura pas trop de fatigue visuelle. Si vous mettez un élément plus proche, là, vos yeux ils vont morfler vraiment. Et si vous faites des transitions sur l'axe Z, alors là, c'est le moment où vraiment où vos yeux ils vont forcer comme des malades et ça va finir par vraiment vous foutre des maux de crâne. Donc c'est très très déconseillé. L'autre chose, c'est qu'il faut que l'UI tienne dans le FOV, dans le field of view. Si vous avez des UI qui sont trop grandes et qui du coup dépassent, sont tronquées du fait du field of view, ça va casser l'immersion, casser l'expérience. Donc essayez de faire des choses assez compactes de façon générale. Déjà c'est intéressant parce qu'on n'a pas envie de chercher des éléments d'UI partout. Essayez de faire des choses compactes et qui tiennent dans le FOV. Pas d'animation sur l'axe Z, j'en ai déjà parlé. Voilà, je vais finir cette session avec juste un petit slide comme ça alors c'est un UX designer qui s'appelle Luke Wroblewski. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Le mec est UX designer chez Google, mais il parle beaucoup de HoloLens. Et en fait, il a je trouve des idées intéressantes en termes d'usage. Alors, il a il a des idées qui sont des idées de non-développeurs, clairement. Il y a des choses qui sont encore pas faisables, mais il est vachement excité par la techno et du coup, il a plein d'idées tout le temps et donc il tweet beaucoup. Donc ça, c'est des choses que j'ai récupérées sur son Twitter. Et il a des idées qui sont intéressantes et je pense que le futur de HoloLens peut vachement se concrétiser sur le spatial understanding et
comment ça va évoluer. Si demain HoloLens est capable de reconnaître des objets de façon plus poussée, on va avoir des cas d'usage super intéressants qui vont être potentiellement qu'on va pouvoir mettre en place. Je sais pas, par exemple, vous voyez ici qu'il a modélisé un cas d'usage où vous regardez un prix en yens et automatiquement il se convertit en euros ou en dollars. Ça peut être un cas d'usage super intéressant. Vous regardez une jaquette de CD, grâce par exemple à du Cognitive Services chez Azure, vous avez la capacité de dire tiens, c'est un CD de tel groupe, et hop, ça vous envoie un extrait vidéo dans le casque des HoloLens. Ça peut être vraiment des usages intéressants, je trouve. Un petit slide de ressources, évidemment, on ne va pas y couper. Je vous ai parlé de l'émission Pause Process, donc vous allez sur YouTube, vous tapez Pause Process, les interfaces. C'est une émission qui parle que de jeux vidéo. Là, c'est une émission qui est consacrée aux interfaces, elle est super intéressante. Fluent Design Developer Doc, vous avez tout un tas de guidelines et d'outils intéressants pour les devs. Mixed Reality Design Doc, là c'est plus orienté réalité mixte. Vous avez tout un tas de bonnes pratiques, ça va beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est très orienté sur vraiment les guidelines et les bonnes pratiques. Medium, c'est pour ceux qui connaissent pas Medium, c'est un espèce d'agrégateur de contenu très orienté blog, qui est vraiment il y a du contenu de qualité qui est posté dessus. C'est assez orienté design et innovation, mais Microsoft a un compte dessus sur le /Microsoft Design, et vraiment il y a plein d'écrits super intéressants à lire sur HoloLens. Et puis évidemment vous avez les Twitter Microsoft Design, Windows Dev, Windows UI et j'en passe. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Non. Samuel Blanchard ? Absolument pas. Moi j'ai été clair comme de l'eau de roche. Super. Et ben, je vous remercie alors. Tu veux mettre la vidéo ? Tu peux mettre la vidéo, ouais. Juste avant de partir, simplement pour vous signaler que la prochaine session est prévue à 11h30. On va juste la décaler de 15 minutes, ça vous laisse un peu plus de temps aussi pour prendre un café, etc. Donc la suivante, peu importe laquelle vous prendrez parmi les trois,